d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'échanger, de partager les connaissances avec tout le monde. Hein, voilà. Alors, et particulièrement avec le monde de la santé, et, parce que le monde de la santé fait partie des solutions de la crise climatique, mais aussi les syndicats. Hein. Donc, j'ai eu la chance et j'ai beaucoup apprécié une formation que j'ai pu faire avec la CFDT, les cadres de la CFDT au début d'année. Une discussion de 3 heures tout à fait intéressante pour voir les problématiques. Vous avez des problématiques concrètes. Nous, on est un peu voilà, scientifique, on plane un peu. Mais donc, de temps en temps, ça nous permet de redescendre sur Terre aussi. Alors, pourquoi c'est important Bon, vous l'avez évoqué, donc le rôle d'abord de réduction de l'empreinte carbone, bien sûr, mais aussi le rôle de la santé sur les patients, face aux événements qu'on vit quasiment quotidiennement. Et puis aussi, et de façon très importante, ce rôle d'éducation et de médiation que vous aviez évoqué aussi à la fin de vos discours, qui pour un syndicat est essentiel. Vous êtes au cœur, voilà, entre les travailleurs et les dirigeants. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour passer les messages aussi qui sont, comment dire, qui sont les messages scientifiques, mais aussi vus avec l'angle du travail. Donc c'est vraiment très important, et comment dire, ce sont des conférences, des introductions que je ne négligerai jamais. Alors, je vais quand même comment dire, parler un petit peu de science, donc avec quelques courbes et tout ça. Je vais essayer de rester assez compréhensible. Donc, j'ai été élu en juillet coprésident du groupe 1 du GIEC. Bon, c'est quoi le GIEC déjà ? Le GIEC, c'est un organisme international qui a été mis en place en 1988, simplement par le fait qu'il y avait besoin de pouvoir avoir des textes universels sur lesquels s'accordent à la fois les scientifiques et tous les gouvernements, pour pouvoir faire un état des lieux du climat et du changement climatique, qui est une problématique qu'on avait reconnue donc, dans les années 80. Et au fil du temps, donc, ces textes, qu'on appelle les rapports du GIEC, ils sont très particuliers. Ce n'est pas des rapports d'une organisation comme une autre. Ce sont des textes qui sont co-signés par la communauté scientifique et par tous les pays du monde. Hein. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus remettre en cause ce qui est écrit. L'universalité de ces textes est très importante, particulièrement dans des négociations comme les COP. Donc les COP, c'est la conférence des parties, c'est autre chose, c'est le volet politique, c'est pas le volet scientifique. Donc là, par exemple, on va avoir une COP, la COP 28, qui va commencer le 1er décembre. Et pendant ces COP, les pays vont négocier, on l'espère, on va négocier des mesures, des échanges, avec un objectif qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et en tout cas de faire des propositions qui réduisent encore davantage cette année, on l'espère, les émissions de gaz à effet de serre. Or, pour être autour d'une table, vous le savez, pour faire des négociations, vous êtes des experts dans le domaine, c'est quand même très utile d'avoir un texte sur lequel tout le monde est d'abord d'accord, qui est un texte scientifique, qui n'est pas un texte politique, sur lequel on puisse se baser sans remettre en question tout le temps les choses. Sinon, chacun arriverait avec ses experts scientifiques et dirait des choses incohérentes. Voilà, donc c'est vraiment ça le rôle du GIEC, faire l'état de la littérature sur le domaine du changement climatique avec toutes ses facettes, je vais y venir, et aussi faire des synthèses de l'ensemble de la littérature, avec une littérature qui explose exponentiellement, littéralement, aujourd'hui, et de pouvoir apporter ces synthèses aux décideurs des gouvernements.
Alors, le dernier cycle, le 6e cycle, le 7e cycle commence, donc on ne peut pas dire grand-chose encore. On voit déjà des directions se dégager et le programme de travail sera défini en janvier. Donc, il y a eu plusieurs. Il y a eu 3 rapports spéciaux. L'un sur 1 degré, ce qui signifie 1,5 degré, un rapport sur les océans et la cryosphère, et un rapport sur les continents et l'utilisation des terres et le changement climatique. Mais en général, le GIEC fournit 3 grands volumes qui sont les rapports du groupe 1, 2 et 3. Le groupe 1, c'est celui des physiciens, les sciences physiques, les bases physiques du climat. Le groupe 2 porte sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important pour le monde de la santé. Il y a tout un chapitre sur la santé, en fait, dans le groupe 2. Et puis le 3 sur les solutions d'atténuation. Donc c'est comment on baisse les émissions de gaz à effet de serre. Je vais vous parler quand même essentiellement du groupe 1 parce que j'ai été auteur du groupe 1, coordinateur d'un des chapitres. Peut-être pour rappeler, je reviens en arrière. Si on regarde l'ensemble des citations, l'ensemble des articles qui ont été cités dans ces rapports, dans ce cycle, c'est 66 000 publications, à peu près, on va dire, 1 millier d'auteurs. Alors à chaque fois qu'il y a un rapport, il y a tout un processus de revue par la communauté que le monde de la santé connaît assez bien aussi. Donc il y a une revue scientifique d'abord, et puis une revue par les experts des gouvernements et scientifiques à la fois, une deuxième revue, et puis ensuite le rapport est remis avec un résumé pour décideurs. Voilà. Pour le groupe 1, il y a aussi quelques chiffres. On a eu le Covid. C'est très pour faire alors ça a un avantage qui est la baisse, enfin ça n'a pas beaucoup d'avantages, mais bon, en tout cas la baisse des émissions dues au déplacement, mais en dehors de ça, donc et l'utilisation de la visio comme méthode de travail, ça n'a pas été simple, et surtout donc là une approbation en distanciel. Ça, c'était une grande innovation, une approbation avec 195 pays, voilà, en distanciel. Ça, je considère que c'est un gros succès. Donc, en dehors de ça, quels sont les résultats principaux? Je vais aller assez vite. Les résultats principaux, donc un changement d'une rapidité sans précédent depuis 2000 ans au moins, et probablement beaucoup plus. Des températures observées aujourd'hui sur la partie gauche de ce diagramme qui sont estimées à un peu plus d'1 degré au-dessus de l'ère pré-industrielle et probablement des températures qui sont inégalées depuis 125 000 ans à peu près. Il y avait de l'humanité sur Terre il y a 125 000 ans quand même. Et puis surtout des changements, les changements à la fin de la partie de la courbe, là, les observations, les simulations, et puis les simulations si on enlève les émissions de gaz à effet de serre, donc des changements qu'on ne peut pas expliquer sans faire intervenir les gaz à effet de serre additionnels émis par les activités humaines. Alors non seulement on ne peut pas expliquer sans les faire intervenir, mais on sait aujourd'hui que ce réchauffement global, au niveau global, qui est là depuis le milieu du XXe siècle, il est responsable à 100%, les activités humaines sont responsables à 100% de ce réchauffement. Vous entendrez parfois sur certains blogs, voilà, dans certains réseaux sociaux, tout ça, une petite partie. Non, 100%, c'est vraiment 100% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est même pire que ça, parce qu'on a une combinaison aujourd'hui de gaz à effet de serre qui ont un effet réchauffant et de particules qui sont aussi très mauvaises pour la santé, qui, elles, ont un effet légèrement refroidissant. S'il n'y avait pas de particules, ça serait 1,5 degré, le réchauffement. On est à un peu plus de 1 degré.
et les particules ont tendance à faire baisser un petit peu, à masquer un peu le changement climatique. D'ailleurs, vous avez dû voir passer dans la presse ou ailleurs des fortes augmentations dans les dernières années, particulièrement en 2023. Et une des questions est précisément le rôle de la diminution, parce qu'il y a une amélioration dans les particules atmosphériques, hein, au niveau global, je parle pas au niveau de chaque ville, mais au niveau global, et particulièrement suite à la réglementation soufrée sur les bateaux, sur les émissions des bateaux. Et il y a des questions sur effectivement ces augmentations qu'on voit de température qui pourraient être simplement qu'on démasque un petit peu cette partie-là, en améliorant la qualité de l'air. Donc ça fait partie des effets qui ne sont pas simples. Ce rapport aussi montre que, alors ça c'est une représentation du monde et des différentes régions du monde, symboliques avec des hexagones. Alors symbolique parce que vous savez aussi qu'il faut faire approuver le rapport, et si on met les frontières des pays, ça se passe pas toujours bien quand on veut faire approuver un rapport. Donc disons que ça occasionne des discussions qui n'en finissent pas. Donc voilà, il n'y a pas de frontières, mais donc nous on est là. Ce que montre cette planche, c'est que finalement toutes ou quasiment toutes les régions du monde aujourd'hui subissent des augmentations, des vagues de chaleur, et on sait attribuer cette augmentation aux activités humaines. Ça, c'est une innovation dans le dernier rapport donc c'est important de le dire. Avant, on le pensait, mais on n'avait pas la preuve. Aujourd'hui, lorsqu'on a 3 petits points, c'est vraiment high confidence, comme on dit dans le langage du GIEC, c'est-à-dire vraiment certain que les augmentations des vagues de chaleur, en Europe en particulier, sont liées aux gaz à effet de serre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des régions dans le monde pour lesquelles on a très peu de données. Cette couleur grise, en fait, montre qu'il y a très peu de données, et trop peu pour pouvoir être certain, trop peu de données, trop peu d'études. C'est l'Afrique centrale et puis le sud de l'Amérique du Sud. Donc il y a encore beaucoup de défis d'observation et de simulation numérique. Il y a des régions avec des comportements un petit peu plus complexes en termes de vagues de chaleur, parce qu'il y a des compensations entre l'irrigation qui augmente et qui atténue un peu les vagues de chaleur, et puis, et puis aussi la dynamique. Enfin, il y a des tas de choses un petit peu plus complexes, sur l'Amérique du Nord notamment. Voilà, alors pour les précipitations extrêmes, c'est un peu pareil. On a une augmentation dans beaucoup de régions, mais avec beaucoup moins de certitude. Il y a beaucoup de régions où il n'y a qu'un seul point, etc., etc. Et beaucoup de régions où on a assez peu de données. Finalement, les pluies sont aussi des phénomènes beaucoup plus variables, donc les pluies et les inondations qui les accompagnent, avec tous les traumatismes que ça peut générer. On a dans beaucoup de régions un petit peu une augmentation relativement certaine. En Europe de l'Ouest, c'est un peu, comment dire, les résultats commencent à augmenter, mais c'est un signal un peu émergent. Pour les sécheresses, c'est encore moins certain. Vous avez tout un tas de régions pour lesquelles on ne sait pas bien, mais il y a 2 régions pour lesquelles on a à peu près, on est très confiant sur l'augmentation des sécheresses dues au gaz à effet de serre. C'est la Méditerranée et l'Ouest américain. Donc c'est vraiment 2 régions qui sont touchées par une augmentation de la sécheresse et allant vers une désertification aussi. Voilà, alors ce rapport montre aussi que rien n'est une fatalité, même si on ne pourra pas faire redescendre les températures au niveau pré-industriel, ça c'est pas possible. Il est possible de les limiter à 1,5 degré, ça devient de moins en moins possible, comme vous le savez peut-être, mais on dit toujours chaque dixième de degré compte, et les impacts finalement au niveau régional, en France ou ailleurs, se mettent à l'échelle du réchauffement global. Plus le réchauffement global est stabilisé à une altitude élevée, plus les impacts seront forts et parfois difficiles à gérer.
En fait, ce diagramme montre les évolutions de 5 scénarios. L'historique, d'abord jusqu'à 2015. C'était l'historique qui était défini jusqu'à 2015 dans ce rapport. Et les 5 scénarios, dont certains sont peut-être manquent un petit peu de réalisme. Celui-ci qui suppose qu'on consomme toute l'énergie, qu'on consomme toutes les réserves fossiles le plus vite possible, ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'il y a quand même des politiques climatiques. Et celui-ci qui nous fait venir sur 1,5 degré en fin de siècle, avec des technologies qu'on ne maîtrise pas encore totalement. Donc voilà, il faut bien voir que ces évolutions, on est aujourd'hui à 1,1 degré. Aujourd'hui, on sait que si, avec les politiques mises en place dans le monde, avec les politiques opérationnelles à l'heure actuelle, on devrait aller vers 3 degrés, avec pas mal d'incertitudes. Mais 3 degrés, c'est énorme. C'est des vagues de chaleur très très fortes. Et voilà. Donc tout l'objectif justement de la COP28 va être d'essayer de ramener ces 3 degrés à un petit peu moins, à beaucoup moins même si possible. Alors rapidement, voilà, ça c'est, je pense, très important de comprendre parce qu'au niveau, pour la santé, ça va avoir plein de conséquences. Donc ça, ce sont les vagues de chaleur. C'est les augmentations des vagues de chaleur par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc si on avait par exemple une vague de chaleur, un événement décennal, ce qu'on appelle un événement décennal, c'est-à-dire une hauteur de température qui se produit tous les 10 ans en moyenne, pendant l'ère pré-industrielle. Aujourd'hui, elle se produit déjà 3 fois tous les 10 ans. Donc on a une augmentation d'un facteur 3 du risque, en gros. Quand vous avez des seuils, comme il y en a tout à fait dans les villes, et puis pour la chaleur, il y a des seuils au-delà desquels vous avez tous les patients qui arrivent, les gens qui sont sous les toits, qui sont vraiment en mauvaise posture. Et donc ces seuils, en fait, si on regarde un petit peu, aujourd'hui, il faut s'attendre déjà à 3 fois plus que dans le passé. Alors ça, c'est le passé. Mais pour un réchauffement climatique de 1,5 degré, ça va être un petit peu plus, avec x4. Pour 2 degrés, ça va être x6, c'est-à-dire 2 fois plus deux fois plus de dépassement de ces seuils qu'aujourd'hui. Et pour un climat à 4 degrés plus chaud, ça va être un événement décennal, va se produire quasiment tous les ans. Voilà. Donc ça donne un petit peu les ordres de grandeur. Je ne commande pas la figure sur les précipitations extrêmes pour pouvoir avancer. Alors bon, cette table, elle est affreuse, mais elle montre quand même qu'on a essayé de faire l'inventaire de tous les facteurs générateurs de risque. Alors ça va des vagues de chaleur, des vagues de froid, aux événements de type sécheresse. Vous voyez des coulées de boue ou les écroulements de montagnes, des choses comme ça, l'aridité, le feu, les tempêtes, tout ce qui est lié à la neige et à la glace, et ce qui est lié aux océans. Donc il y en a une trentaine de catégories de phénomènes, d'événements qui vont être modifiés par le changement climatique et qui vont avoir des impacts. C'est ça qui est important. Et vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup sur lesquels c'est gris, c'est blanc, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'informations. Si on prend le... Bon, tout bête, mais dans certains pays, les tempêtes de sable sont des événements extrêmement importants, notamment pour la santé. Peut-être pas ici, mais dans certains pays, dans l'ouest de l'Asie, dans les régions sahariennes, subsahariennes. Donc c'est des phénomènes qui vont générer des maladies, qui vont générer de la mortalité, de la morbidité. Donc là, on a très peu d'informations. Donc vous voyez, il y a des endroits où on a très peu d'informations. Par contre, là où on sait les choses, c'est sur la chaleur. Là, il n'y a pas de doute. Je vais venir progressivement. J'aime bien cette figure. Je vais essayer de l'expliquer parce que pour moi, elle évoque vraiment une des choses qui peut être un peu le pire de ce qu'on peut attendre. C'est-à-dire ce que j'appelle les événements liés à la chaleur humide. Vous le savez certainement, quand on
le corps réagit non seulement à la température, mais aussi à l'humidité. Et lorsqu'on ne peut plus transpirer, c'est vraiment un problème. Il y a des indicateurs pour ça. Le Heat Index, par exemple, qui est défini par la NOAA aux États-Unis, permet de définir des conditions dangereuses pour le travail en extérieur ou des conditions invivables pour le travail en extérieur. Donc ces conditions dangereuses, lorsqu'on regarde des scénarios qui sont certes extrêmes, on s'aperçoit que ces conditions dangereuses, on va les retrouver dans certaines régions du monde, l'Asie du Sud, l'Afrique, l'Amazonie, une très grande majorité des jours de l'année. Donc on n'en est pas là aujourd'hui, mais ça pourrait aller là. En revanche, si on a des scénarios un peu moins intensifs en carbone, on réduit très très considérablement ces conditions qui sont vraiment dangereuses pour le travail en extérieur. Donc c'est le Heat Index supérieur à 41 degrés, là en l'occurrence c'est un indicateur, il y en a d'autres. Ce que je voulais simplement dire, c'est que toutes ces évolutions, on est en train de les voir en réel. Là c'est une figure qui montre les quelques jours chaque année où on a un index, pour lesquels l'index est maximum au printemps. C'est dans la région du Thaïlande-Laos en moyenne, avec une évolution. Et en 2023, là, on a eu un pic où en moyenne, le Heat Index était à plus de 42 degrés sur l'ensemble du Laos et de la Thaïlande. Donc c'est des conditions très très dures. Bon, je vais passer ça, c'est un peu compliqué. Je voudrais simplement dire qu'on a en Europe une situation très particulière. Les vagues de chaleur, le jour le plus chaud, l'Europe de l'Ouest est la région du monde qui se réchauffe le plus en termes de vagues de chaleur et de pointes de chaleur en été. Ça, c'est les températures d'été maximales journalières en moyenne. L'augmentation, donc c'est à peu près, on retrouve les 2,5 degrés, 3 degrés, enfin 2,5 degrés à peu près pour les températures d'été. Et puis, lorsqu'on va regarder la température la plus chaude de l'année, là, depuis 1950, ces températures les plus chaudes de l'année se sont réchauffées de plus de 5 degrés dans la partie nord de la France. Donc, et puis, ça va jusqu'au Benelux, en Allemagne, etc. Donc, on est vraiment un hotspot des vagues de chaleur. Alors, on ne sait pas bien, les modèles ne simulent pas autant. Ils simulent une augmentation, mais pas autant. On ne sait pas bien encore si cet écart, si cette très forte évolution va durer ou pas. Je ne vous cache pas que là, on a encore des points d'interrogation qui sont... ça dépend à quoi c'est dû. Alors, c'est dû en particulier aussi à l'augmentation de fréquence des vents de sud, etc., qui nous amènent de l'air saharien. Et du coup, on n'a pas... Voilà, il y a encore des questions derrière tout ça. Mais c'est pour ça que je me permets, devant vous, de dire attention, la température est un problème en Europe de l'Ouest. Les vagues de chaleur sont en augmentation et peuvent le rester. C'est pour ça que, notamment, par exemple, avec la ville de Paris, on a suggéré de faire un exercice de crise, non pas comme 2003, mais avec des températures de l'ordre de 50 degrés. Ce sont des températures qu'on voit dans nos simulations, des températures potentielles de 50 degrés. Donc attention, alors les hôpitaux, voilà, il y a tout un tas de conséquences, et je pense que la PHP a été associée à cet exercice de crise que la ville de Paris a dû faire. Voilà. Bon, là, c'est les diagrammes du groupe 2. Il y a les conséquences, les impacts sont nombreux dans nombreux domaines, biodiversité, la forêt, les risques de feu, etc., etc. Ce que je voulais simplement dire, bon, je vais passer un peu ça, c'est que pour le domaine de la santé, on a, bon, c'est un peu compliqué ça. Je vais simplement me concentrer sur l'Europe.
parce que dans le domaine de la santé, donc on va avoir des risques majeurs sur la chaleur, la température, les événements extrêmes, notamment les inondations, et les bordures de côte, avec la montée du niveau marin, mais c'est une montée plus progressive, même s'il y a des extrêmes. Les tempêtes, elles ont toujours existé, elles existeront toujours. Le signal du changement climatique, dans les tempêtes d'hiver, il n'est pas si fort, hein. Voilà. Il faut le savoir, parce qu'il y a aussi beaucoup de communication sur les tempêtes et le changement climatique. C'est pas du tout certain. Les maladies infectieuses, avec bien sûr les maladies liées aux tiques, aux parasites, West Nile Fever, la dengue chikungunya, etc. Le malaria, donc oui, le paludisme, merci. Le choléra et puis les vibrions d'une manière générale sont tous en augmentation de façon historique. Donc c'est les bleus, c'est les augmentations en bleu. Pour un réchauffement de 1,5 degré ou pour un réchauffement de 3 degrés, mais il y a beaucoup moins d'études de 3 degrés, c'est pour ça que vous avez de temps en temps du gris. Mais en tout cas, le rapport du groupe 2 montre tous une augmentation de ces problèmes de maladies infectieuses en Europe. Et puis, donc, pour conclure, voilà, j'ai fait un petit peu la liste de ce qu'on peut trouver dans le rapport du groupe 2. Hein. Donc, c'est les événements extrêmes, c'est vraiment, et les pics de chaleur, pour la France, ça va être vraiment le problème numéro 1. Et puis, donc les questions de qualité de l'air, hein, qui sont aussi altérées par le changement climatique, ne serait-ce que par les feux. On voit bien qu'on arrive dans un domaine où, par exemple au Canada, on n'arrive pas très bien à contrôler les feux avec des feux d'une échelle spatiale qui devient considérable, notamment en 2023. Et puis les maladies infectieuses, on en a parlé. Il n'y a pas aussi que ça. Il y a aussi les questions liées aux allergies et pollen. On avait pu faire une étude il y a quelques années sur l'ambroisie, dont l'habitat était favorisé. L'ambroisie est un allergène, hein, donc c'est une plante allergène fortement, dont les habitats sont favorisés. Le réchauffement climatique favorise le cycle complet de reproduction de la plante. Donc du coup, elle peut s'installer sur des régions pour lesquelles elle n'était pas présente avant. Beaucoup d'effets sur la nutrition aussi, donc sécheresse égale potentiel crise alimentaire, si ça se produit dans plusieurs régions du monde, avec augmentation du prix des céréales, etc. Accès à l'eau, et puis aussi la santé mentale, hein, donc le changement climatique, c'est un sujet qui est en train de monter. C'est pas si facile à aborder. Bon, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais il y a notamment la question de la santé mentale après les catastrophes, mais pas seulement. Il y a plein d'aspects qui viennent derrière ça. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre écoute et je suis prêt évidemment à répondre à vos questions sur ces questions-là. Merci.